Ouais, c'est parti. Est-ce que ça marche tout ça? Je crois. Bon, un peu spécial aujourd'hui, comme d'hab. C'est toujours un peu spécial en fait, hein. Yo, Lomingo. Bon, puis là, je suis en aveugle total en fait. C'est-à-dire que d'habitude, je m'installe. Hop, voilà, on va voir si ça fonctionne, ça. Pas des masses, quoi. Voilà. Non, ça marche pas. Donc ça, comme ça. Voilà. C'est mieux déjà. C'est bien de travers. Mais c'est une petite install à base de camion de pompier. C'est la nacelle du camion de pompier du petit qui permet de tenir la, la petite webcam. Donc c'est pas la totale. Mais bon, ça va quoi. Coucou Drams. Ah, toi tu vas être déçu en plus, c'est con. Ça faisait... hop. Quoique non, tu vas triper, Drams, on va parler... on va parler bouddhisme, éveil et tout, etc. On parlera peut-être un peu flow. On va parler un peu flow. Alors, je vous raconte un petit peu ce qui est prévu aujourd'hui. Donc bon, je suis à l'aveugle, hein, je suis parti sans, j'ai pas mon téléphone, je sais pas combien vous êtes du tout, quoi. Donc, bah c'est un petit peu le cas depuis le début, quoi. Ça marche pas trop mes trucs, mais c'est pas grave. Franchement, honnêtement, moi je travaille, je m'accroche, j'enchaîne, je tiens le calendrier. Voilà, c'est un petit peu ça la mission. Alors ça, j'aimerais bien en revanche que ça marche un peu mieux. Alors il y a une espèce de petite, voilà, comme ça. Parce que ça, j'aimerais bien. Voilà. Hop. Non, c'est une petite nacelle de camion de pompier. Et en fait, normalement, hop. Et alors le but, c'est que la petite nacelle du camion de pompier, elle tienne à peu près droit. Ah mince. Allez, nacelle, tiens droit. Bon, une fois que ça ira, ça ira. Voilà, je pense comme ça. Ah, désolé. Faut que je trouve une autre chose comme installation, quoi. Parce que le reste, sinon, ça va, quoi. De toute façon, j'ai jamais été... Mais là, la nacelle, c'est pas super, quoi. Alors, est-ce que ça va pouvoir marcher? Ouais, voilà, comme ça, c'est mieux, peut-être. Hop, un petit peu. Bon, allez, ça ira. Donc ouais, je vous fais un petit peu le programme du jour. Alors en général, le lundi et le jeudi. Donc le lundi et le jeudi, je suis parti sur du 21h en ce moment. Donc le lundi et le jeudi, on est plutôt sur du, comment dire ça? On est plutôt sur, ouais, voilà, tout simplement. Le lundi et le jeudi, on est autour d'une espèce de petite thématique, quoi, que j'essaye de poursuivre. Et c'est vrai que, étant donné un grand enthousiaste assez surprenant, en fait, que j'attendais pas forcément, mais un vrai enthousiaste suite au dernier chapitre de One Piece, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire de la revue One Piece. Donc du coup, je suis parti un petit peu sur de la revue One Piece le dimanche après-midi. En fait, j'ai plutôt kiffé ça et j'arrête pas à chaque fois de rebondir à partir de ces revues-là sur des thématiques et donc de retrouver un petit peu mon truc. Je sais que Drams, t'es pas toujours très fan en fait d'aller appliquer comme ça de la du comment dire du cadre un petit peu théorique de sciences sociales en fait sur une donnée sur de l'analyse de texte. Bon après moi il faut que je reste fidèle aussi un peu à ce que je suis, c'est important je pense, donc du coup je vais pas lâcher ça, je vais continuer à faire ça. Hmm. Est-ce que je suis mécontent de ce que j'ai proposé ces derniers temps? Franchement, je me suis accroché. Je pense que l'histoire de... Merci Drams. Mais je comprends hein, de toute façon les réticences qu'il y a. Un jour, je ferai un petit point un peu méthodo quoi, vis-à-vis de cette question-là, notamment ce qu'on appelle le cercle herméneutique en critique littéraire, qui est quelque chose qui me paraît assez intéressant. Maintenant, voilà, c'est vrai que je vais essayer de continuer à m'épanouir un petit peu dans cette méthode-là.
Ah mais alors, on parle de ce que tu veux, en fait. Bah, dans les limites, comme d'hab, tu vois. Ah mais on parle de ce que tu veux, en fait. Ça veut dire, l'intégralité de ces trucs, c'est juste que je parle beaucoup parce que bah, souvent on est deux ou trois, quoi. Donc du coup, je mets en place mes choses et je les développe, quoi. Mais honnêtement, si, et j'ai déjà montré que si jamais je me faisais déborder par le chat et qu'on partait sur des dimensions qui avaient absolument rien à voir avec ce que j'avais prévu, c'est cool, go, quoi. Vraiment, pas de problème pour ça, quoi. Donc on en rediscutera, quoi. En fait, je sais, je sais, Drams. Ouais, aujourd'hui, et en fait, pour tout dire, Euh, oui, déjà premièrement, on fait ce que vous voulez sur ces chats, on échange autour de ce qu'on veut. En plus aujourd'hui, je pense qu'on a tous besoin de se changer un petit peu les idées, quoi. Aujourd'hui, il y a un moment important, il y a hmm, truc Eri là, Goodbye Eri qui sort. Ouais, mais on va, bah écoute, tu vas dire ce que t'en penses par rapport à ça, quoi. Alors, en fait, Drams a raison. Il y a Goodbye Harry qui sort aujourd'hui, normalement à 17 h. C'est un one-shot qui fait 200 pages. L'avantage, c'est que, bah, pour tout vous dire, je lis les chapitres de One Piece à l'avance pour pouvoir préparer ces streams-là. Euh, Maintenant, le Mingo, je t'avoue que moi, le chapitre de cette semaine, il m'intéresse moins, quoi. J'avais vraiment envie de passer plutôt vite dessus. Pour moi, c'est vraiment un chapitre de transition, quoi. Mais s'il y a des choses qui vous font réagir, on peut réagir un petit peu sur ces choses-là. Et moi, j'avais vraiment envie de proposer un développement autour de la question de l'éveil. Et notamment, donc ça a été pas mal fait, la question de l'éveil et de la gnose. Je sais pas si vous êtes au point par rapport à ces questions-là ou pas, quoi. Mais je voulais vraiment travailler autour de la question de l'éveil et de la gnose, et je voulais apporter une petite plus-value à ces réflexions-là, en allant mettre tout ça en débat avec le concept de furor ou d'energaia, du côté de l'épopée grecque, quoi. Il est déjà sorti. Ouais, voilà, le problème c'est que c'est 200 pages, quoi, Drams. Donc, moi je savais qu'il sortait aujourd'hui, j'avais vu, quoi, mais c'est trop long. Il est bien, Drams. Après, mais cette semaine, ouais, je passerai du temps dessus, quoi. Mm. J'ai déjà passé un petit peu de temps sur Look Back, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, toi non plus, t'as pas encore vu. Mais ouais, 200 pages, c'est trop long, quoi. On va pas faire un react de 200 pages sur un one-shot que j'aurais pas préparé à l'avance, quoi. Euh, Ça me paraît pas hyper pertinent, quoi. Et puis, quelque part, ça me saoule un peu. J'ai vu qu'il y avait une petite bande là qui se mettait à lire de l'attaque des Titans. Je sais pas. Je, je trouve pas ça très intéressant. Mais c'est le problème de Twitch aussi, quoi. Et finalement, je sors pas de là, quoi. C'est-à-dire que, genre, faut dire ce qu'est, quoi. Twitch, c'est une rente, en fait. C'est une rente, quoi. Il y a des gens qui ont fait des vidéos il y a 10 ou 15 ans, des Antoine Daniel, des Squeezie, enfin voilà, tous ceux qui sont hors e-sport, quoi. Et donc voilà, les gars, ils jouent à Worms 3 heures, ils ont 150 000 viewers, quoi. C'est devenu un peu une rente, en fait, Twitch, quoi. Et donc, c'est vrai que moi, avec mes 3 viewers, il est hors de question de rentrer dans une logique de rente ou dans une logique de pure lecture de quelque chose que je découvrirai en même temps que vous et tout. Ça m'intéresse pas trop, le React, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'avoir travaillé en amont sur les choses, quoi. Bon, mais chacun son truc, quoi. Euh, du coup, non, cet après-midi, moi, je vais plutôt vous proposer qu'on lise ensemble le 1046, ça va vite, il y a 20 planches, quoi. Le Mingo, si tu veux réagir sur des trucs, hésite pas. Moi, je vais pas beaucoup en parler du 1046, c'est juste pour garder un petit peu ce rythme-là. J'aime bien le côté un peu rituel. Donc, on lit un petit peu le 1046 entre nous, quoi. En revanche, après, je développerai autour de cette thématique autour de l'éveil et du furor. Je reposerai quelques notions du côté de la gnose et du côté du Bouddha, et j'essaierai de vous proposer quelque chose autour des dilemmes de l'épique moderne, quoi. Voilà, je suis plutôt parti sur ça pour aujourd'hui, mais je suis vraiment open, quoi. Sinon, je vous engage franchement, honnêtement, si vous voulez aller voir un petit peu ce que j'ai fait cette dernière semaine, donc je stream maintenant
le mardi à 21 h et le jeudi à 21 h et le dimanche l'après-midi. Et les deux derniers streams, j'ai travaillé sur le pouvoir et j'ai travaillé, je sais même plus quoi. Et j'essaie de passer du temps pour faire un truc un peu chiadé, quoi. N'hésitez pas à voir à quoi ça ressemble, quoi. J'avais passé beaucoup de temps sur l'histoire du cartoon dans le cadre de la dernière review, ça m'intéressait beaucoup, quoi. Donc voilà, tout est en replay sur YouTube, quoi. Alors, on se fait le 1046 viteuf, quoi. On voit un peu à quoi ça ressemble, s'il y a des trucs qui sont intéressants dedans et tout, quoi. Alors, autant la dernière fois, j'ai fait de l'analyse d'image, là, cette fois-ci, ce sera pas forcément le propos, quoi. Donc, allons voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'OP. On va enlever un petit peu la petite vidéo de déamble, là. Elle est où? Elle est là, on va se mettre dans le noir et tout tranquille, quoi. Ok, elle est. On va virer ça aussi. Et puis on verra si, quand on passera en double page, en double planche, je me mettrai encore en plus petit. Je vais me mettre là. Alors, 1046, chapitre de cette semaine, One Piece en pause la semaine prochaine. Donc, go. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est... Je vais quand même mettre Twitch, là. Hop. Je vais quand même mettre sur ma chaîne. Histoire de voir, de pouvoir réagir au cas où, parce que quand je rate le... Voilà. Voilà. Alors, allons-y. Je vais relancer un petit peu sur Twitter. Hop, c'est parti, quoi. C'est toi, Lomingo, qui tient le site bot de One Piece. Alors, donc c'est parti. Donc, nouveau chapitre, le 1046. Bon, je reviens pas un petit peu sur tout ça, quoi. Alors, quel nom en gum-gum pourrais-je donner à cette attaque? Ah, que j'ai une question pour toi. J'aime bien les plans du dessus, en fait. J'aime bien son alternance de plans, quoi. Qui es-tu? Et on reviendra sur cette question-là quand on travaillera sur l'éveil. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu ce rythme. Joy Boy. Ça pour moi c'est vraiment un chapitre de transition, hein. C'est pour ça qu'il m'intéresse pas trop, quoi. C'est comme si tu étais juste là, mon cœur tressaille de joie. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir un signe du destin et de placer en ce garçon tous mes espoirs. Qui je suis moi, Monkey D. Luffy, l'homme qui va te surpasser et devenir le roi des pirates. Je suis rassuré de voir que ton insolence se porte bien, chapeau de paille. Ton corps et ton esprit ont rattrapé le niveau de tes pouvoirs, déclenchant ainsi le réveil et révélant leur nature absolument extravagante. J'ai déjà beaucoup trop perdu, presque tout ce que j'avais bâti jusqu'ici a disparu. Mon équipage, mon château, j'imagine que c'est pareil pour toi. Même si c'était le cas, je n'ai pas encore récupéré ce que je voulais. Obebouba, Gebubeba, Kundali, météore du dragon. Donc le combat continue, quoi. Prends ça. Il a vraiment un truc par rapport au combat, comment on puisse faire quelques petites analyses d'images, quoi. C'est d'aller faire une différence de plan, de mettre au premier plan un des deux adversaires, et sur une espèce de type de point de fuite qui est tout le temps spiralaire, quoi. Mettre son ennemi. J'aime bien sa façon de procéder. Coff, coff, coff. Ah, l'espace de concert et le château sont noyés dans les flammes. Plusieurs milliers de tes soldats y sont sûrement enfermés eux aussi. Ils vont tous mourir brûlés. Ce qui se passe en bas, je laisse les autres s'en occuper. Moi, je me charge de t'exploser. Vent destructeur. Non, non, hop. Dans l'espace de concert situé sous le dôme, éteignez ces flammes. Le feu n'est plus circonscrit à l'intérieur du château. Toutes les tours ont commencé à s'embraser. Nami, tu es saine et sauve, qu'est-ce qu'on va faire? L'incendie n'est pas près de s'étendre. Chopper, Zoro, Sanji, Franky, Usopp, Robin, Brook et Jinbei sont introuvables. Peut-être qu'ils sont tous prisonniers de ce brasier, tu crois, mais on peut pas aller les chercher. Tout Onigashima est en train de cramer. Tant que l'île ne sera pas posée, nous n'aurons nulle part où fuir. Toi, Zeus, tu pourrais faire pleuvoir sur une fournaise pareille, mais moi, je risquerais de me brûler.
dans le sous-sol du château. Donc on rappelle que le feu, il provient de la dernière incantation de Kanjuro. Dans le sous-sol du château, c'est fichu, on est encerclé, toutes les issues sont bloquées, bordel de chiottes. Au premier étage, je ne supporte pas la chaleur, tu nous ralentis trop, Beppo, on crève tous de chaud, nous aussi. Voilà, vraiment un chapitre de transition, quoi. La fuite face au feu, quoi. Je crois que c'est foutu, les gars, j'ai bien peur qu'on ne sorte pas vivant d'ici, capitaine à l'aide. Dans le sous-sol, ouah, mon pauvre, t'es dans un sale état, je ne trouve pas les mots, vous faites erreur, messieurs, je ne suis pas un cadavre calciné. J'espérais trouver un chemin par lequel nous pourrions tous nous échapper, mais il semble n'y en avoir aucun. Tour du cerveau gauche, quartier des plaisirs, impossible de passer par l'extérieur, le jardin a carrément disparu. Dans le sous-sol, arrête, c'est pas chaud du tout, détruis-moi ce mur, mieux vaut perdre un bac d'y rester, tu crois pas. À quoi ça te sert ta carcasse de géant, hein, espèce d'abruti. Ibibi, quoi, tu veux te battre? Il y a juste, je pensais pas faire des remarques, mais quelque chose sur lequel je voulais un petit peu revenir. Euh, alors d'ailleurs, ce shot sur Wano, vu d'en bas de la cascade avec le mont Fuji, il l'avait jamais fait. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, c'est vrai. T'as raison. On a quelques plans un peu inédits. Une petite parenthèse quand même qui est assez intéressante puisque vous avez une technique d'écriture qui est assez essentielle dans la littérature européenne. Et j'imagine aussi du coup du côté de la littérature épique, qu'elle soit japonaise ou autre, c'est cette idée, alors c'est ce qu'on appelle les techniques du blason dans la poésie du XVIe siècle. Désolé, petite migraine, là, j'espère qu'elle va vite passer. Donc la technique du blason, vous décrivez d'abord l'intégralité du corps sur un point de vue large, et ensuite vous décrivez les différentes parties de la femme aimée. Les mains, les jambes, les bras, etc. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans des poèmes de voiture ou du côté des poètes du XVIe siècle. Vous retrouvez cette technique-là aussi du côté de la littérature épique, c'est-à-dire une visée sur l'ensemble du combat, du champ de bataille, et ensuite une focus sur certains points précis incarnés par des héros en particulier. Donc ça va être héros contre Hector contre Ajax, ou Paris contre, etc. Donc ça c'est, il y a vraiment cette technique-là, et autant je le trouvais très maladroit, Oda, pour orchestrer des combats à grande échelle, autant moi, contrairement à beaucoup, je trouve Onigashima très très satisfaisant dans sa façon en fait de passer d'une focale générale à une focale plus courte, quoi. Vous avez ça aussi dans l'attaque du fort dans Le Seigneur des Anneaux, où, comment il s'appelle, euh, Tolkien, qui est pas très très fort dans la, bon, qui écrit pas très très bien. En revanche, il est assez intéressant dans l'orchestration des batailles. Voilà, donc on retrouve un petit peu cette idée-là. Quoi, tu veux te battre dans le sous-sol, attaque spéciale, bille, étoile verte, etc. Vos efforts ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan, maître. Ferme-la, je fais ce que je peux. J'ai donné ma parole à Iso, je lui ai promis de sauver Kinemon et Kiku, et je veux m'en sortir aussi. Ne m'oubliez pas, maître. Dans la tour du cerveau droit, il flambe à max ce château. Par où dois-je aller? Si Zoro n'est pas rapidement pris en charge par Chopper, je ne donne pas cher de sa peau. On sera tous brûlés vifs avant de le retrouver. Qui ose pleurnicher en ma présence? Le prochain qui se plaint, c'est moi qui le brûle. Au secours, Frankie. 4e étage, donc voilà. Je suis enfin prêt, Sir Jinbei. Merci infiniment de m'accorder votre confiance. Pourquoi douterais-je d'un samouraï avec qui Luffy a choisi de faire alliance? Tu peux y aller, d'accord? Alors ça, c'est quelque chose que je prévois vraiment de faire prochainement. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur le Ningen, le Ito Aida. Ningen, qui veut dire individu en japonais, composé des deux signes Hito, qui veut dire l'humain, et Aida, qui veut dire l'antre. Et je voudrais travailler de la même façon sur le Nakama, et notamment sur le sens très particulier qu'a le contrat et l'alliance, que ce soit chez Luffy ou ailleurs. J'avais fait un long stream il y a plus d'un an sur cette question-là, autour de la question du contrat et du pacte. Et c'est une notion sur laquelle je voudrais retravailler. Le Nakama est engagé avec son autre Nakama dans une alliance correspondant à un objet précis, avec une utilité et un temps donné. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans le mot français compagnon ou copain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en français,
En ancien français, vous aviez des cas, comme au latin ou en allemand. Et donc, au nominatif, il y en avait deux. Il y avait du nominatif et de l'accusatif. Au nominatif, c'était cum paens, et à l'accusatif, cum paniun. Étymologiquement, ça veut dire celui avec lequel on partage le pain. Sauf que le système des cas a dépéri en français, et pour tous les mots irréguliers qui n'avaient pas la même forme au nominatif et à l'accusatif, les deux formes ont subi des évolutions sémantiques différentes. Compagne, c'est devenu copain, compagnon est devenu compagnon, avec des sens qui sont sensiblement différents. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup travailler, en fait, l'inter-individuel. Alors je continue, moi aussi je sais pouvoir compter sur vous, depuis ce jour j'ai toujours été prêt. Voilà, Dame Toki, Seigneur Momonosuke, Dame Toki et tout, etc. Donc, série de points. Vous voyez, alors ce qui est intéressant, c'est quand on arrive chez Jinbei, ça je voulais un petit peu vous le montrer, on est sur des orientations plutôt horizontales des cases, quoi, à ce niveau-là, avec les débris en première vue. Et quand Oda cherche une focale là-dedans, c'est-à-dire cherche un point d'appui dans son truc, il pose un point de fuite central. Sauf que la plante, hop, ça c'est un point de fuite central qui est pas satisfaisant. Donc hop, il va un petit peu plus loin. Là, ici, on a Raizo sur le point de fuite central, et là, on a un point de fuite qui semble satisfaisant. Pourquoi d'outrage? Moi aussi, je sais pouvoir compter sur vous. Depuis ce jour, j'ai toujours été prêt. Seigneur Momonosuke Damiori. Là, je vais me pousser histoire qu'on le voit bien. Hop, ça, je vais l'enlever. Quand on est sur de la double page, quoi. Il est où le... Ah, ici. Non. Je sais pas où est cette image-là. Bon, c'est pas très très grave. Ouais, je sais pas où elle est. Alors, on y va, on continue. J'ai connu un terrible échec malgré les techniques de ninja que je connaissais. Alors, ce jour-là non plus, nanan. Je veux plus jamais avoir à éprouver une honte pareille. L'île de Tsu, Kaborage, d'où vient cette pluie? C'est Zunesh qui s'asperge d'eau. Petit flashback qui nous rappelle qu'effectivement, il semblait bien depuis un petit bout de temps que pour les plus perspicaces d'entre nous, on se disait bien qu'il allait y avoir un salut lié au feu grâce à l'eau sacrée de Zunesh. Hors de question de laisser ces flammes emporter les combattants qui ont eu le courage de prendre part à cet assaut. L'attente aura été longue, j'en suis conscient, mais les flots que je m'apprête à déverser seront tels que vous n'en croirez pas vos yeux. Retour à l'envoyeur. Tu n'y vas pas de main morte, cœur des mers, jujitsu des hommes poissons, courant marin d'épaule. Et hop, au troisième étage. Encore un cul-de-sac, monsieur bébé, il n'y a plus rien à faire. C'est quoi ce combat? Je refuse de perdre contre des flammes. Quelqu'un s'est amusé à mettre le feu partout. Répands-toi dans tout le château, pourvu qu'il soit encore temps. Sauve-nous la mise au-dessous, au premier étage du château. C'est bon les gars, reposez-moi. Laissez-nous au moins faire ça pour vous, monsieur Killer. Ouch, ça brûle. Comment va-t-on réussir à se tirer d'ici? Les flammes nous bloquent le passage. Attendez, j'entends comme un puissant grondement. De l'eau, on est sauvé. Dépêche-toi, Monosuke. Mais pourquoi Kaido est toujours en vie, à ce que je sache? Oui, mais il est à bout de force. Ces nuages de flammes ne tiendront plus longtemps. À toi de prendre le relais. Créant d'autres afin de soutenir Onegashima, c'était la seule chose à faire depuis le début. Et hop, sur la fin, on retourne sur le combat qui nous intéresse, sans quoi l'île tombera. Combat entre les deux. Voilà, je vais laisser un petit peu en fond. Voilà, l'aspect un peu cartoon qui est toujours aussi chouette, quoi. Donc voilà. Bon, c'était pas... alors, ce chapitre, moi, m'intéressait pas trop. Je trouve que c'est un chapitre de transition, quoi. J'ai pas envie forcément de me... Alors, d'ailleurs, ce one-shot. La question que tu poses est cool, parce que les fourreaux rouges, ça sera dur de faire une review live pour un one-shot aussi long. Ah oui, pardon, non, j'ai confondu. Il est déjà sorti. Alors, d'ailleurs, ce tu poses est cool parce que les fourreaux rouges en eux-mêmes sont le groupe le plus développé de tout le manga, je pense. Jamais des personnages secondaires n'ont eu autant de
temps d'apparition. Kinemon comme leader de substitution. On n'avait pas trouvé ça dans le manga par Zoro et Luffy au final. Ouais. Non, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qu'il va falloir aller chercher du côté de... assez fondamentalement, en fait, du lien au Japon et notamment de cette question du pacte qui est quand même vachement intéressante. C'est quelque chose que j'avais déjà expliqué, mais vous savez que quand vous avez votre petite fille qui va faire une soirée pyjama chez une amie à elle, vous faites un cadeau à la maman, un giri, dans le cadre d'un échange don contre don qui est très très complexe. Si vous faites un cadeau qui correspond exactement au service qui vous a été rendu, vous soldez la relation que vous avez avec autrui. Si vous faites un cadeau d'une valeur supérieure, vous l'offensez en lui faisant comprendre que c'était pas grand chose ce qu'ils vous ont offert comme cadeau, quoi. Et si vous faites un cadeau d'une valeur légèrement inférieure, ça sous-entend que, là en l'occurrence, vous allez inviter la fille de cette dame à venir faire une soirée pyjama un petit peu plus tard en retour, quoi. Et donc la chaîne de réciprocité, elle est laissée libre. Donc ce qui est vachement intéressant, en fait, c'est la façon dont culturellement au Japon, on construit de la chaîne de dons et contre-dons. Et à partir d'un principe de dette qui est assez complexe pour nous à sentir, un système dette-cadeau, en fait, le giri, qui est assez complexe à aller sentir. Et donc, du coup, je trouvais que c'était assez intéressant dans le cadre de One Piece et dans le cadre d'autres œuvres, d'aller envisager la façon dont on crée du groupe par de l'inter-individuel. Voilà, ça c'est vraiment une question que je trouve assez intéressante, quoi. Est-ce que Lo, tu veux développer sur la question du feu? D'autres veulent développer autour de ces questions-là? Ou alors est-ce que j'attaque assez vite les problématiques qui pourraient être liées à l'éveil? Donc ça, c'est comme vous voulez. Donc soit je fonce et j'attaque les problématiques qui sont liées à l'éveil, soit on développe un petit peu sur cette question, mais là pour moi on est dans un chapitre de pure transition, quoi. Donc je préférais aller passer du temps sur autre chose plutôt que d'aller faire de l'analyse d'image ou autre, quoi. Cette question du point de fuite, elle reste intéressante, hein. C'est-à-dire comment, dans le cadre du combat, euh, euh, Oda il s'amuse assez régulièrement à faire du point de fuite sur un point en haut à droite et avec des lignes qui sont plutôt spiralaires. Et comment il s'amuse beaucoup dans ses planches, surtout dans ces cas-là où il y a l'action qui se retrouve dispatchée dans différents étages. On a vraiment cette recherche du point de fuite central, quoi. Ouais, ok. Bon, on va partir sur cette question-là, alors. Notamment sur la question de l'éveil de l'environnement, qui est quelque chose qui est assez intéressant. Donc voilà, bon, on va partir sur ça pour aujourd'hui, et puis parce que c'est aussi un jour un petit peu spécial, donc si on pouvait, on va pas forcément rester trop longtemps cet après-midi, je vais vous laisser vous préparer pour cette soirée, quoi. Savoir ce que vous aurez à mettre comme fringue pour le somme des insoumis, quoi. Moi, je suis dégoûté aussi, hein, mais j'y crois pas trop, quoi. Alors allons-y. Donc je pars sur. Je vais vous proposer une première scène animée, parce que je me dis que à la limite, autant partir sur des choses un petit peu simples autour de la question du bouddhisme et de la question de la gnose. Et donc c'est vrai que l'exemple que j'avais pas vu depuis longtemps en plus, c'est le World Record, qui est un des animés des Animatrix. Alors, pour ceux qui connaissent bien les Animatrix, c'est une série de dessins animés qui ont été faits par les meilleurs animateurs de l'époque. Et du Koike, il y a tout là-dedans. Autour du début des années 2000, suite à la sortie du Matrix en 99. Et les sœurs Wachowski ont assumé à la fois leur inspiration du côté de la gnose et du côté du bouddhisme. Et il y a un certain nombre de pistes qui avaient été proposées. Et je voulais donc vous montrer
puis développer un peu autour de la question du samsara, sur lequel je reviendrai. Et donc je voulais déjà commencer par vous montrer un extrait d'un de ces animatrix-là. C'est un court métrage de 3 ou 4 minutes. Si vous l'avez en tête, bah, c'est pas très très grave. Et puis sinon, vous allez voir, vous serez content de le redécouvrir. Donc c'est un des dessins animés qui s'appelle World Record. I have an unstable signal. He cannot wake up. Do not let him wake up. Dan Davis of the United States finishes with a time of 8.72 seconds, a new world record. Alors je voulais vraiment commencer par ça pour tout un tas de raisons. Bah, d'abord parce que le dessin animé est très beau. Je sais pas, je crois que c'est du Koike ça. J'avoue que je suis pas allé vérifier quoi. Regardez-les les Animatrix, ça vaut vraiment le coup. Bon, la production est assez inégale quoi. Mais moi j'adore celui avec les petits enfants en fait qui profitent, qui jouent et qui profitent d'un bug de la Matrix à un endroit où la gravité a mal été encodée et qui vont jouer dans cet espace-là. C'est plein de poésie, c'est vraiment très très beau quoi. Et puis moi mine de rien c'est quand même, on parle de choses qui datent de 2002-2003. Moi j'avoue que c'est un peu le début pour moi. C'était les moments où je regardais les, euh, les, les DVD de la collection manga vidéo, donc, dans lequel il y avait Pat Labor, Macross, Akira, Evangelion, Gun. Voilà, moi c'est les premiers trucs que j'ai vus en animé. Et je pense que j'avais pas encore rencontré Thomas qui lui m'a fait découvrir Tuganax en 2004-2005. Donc voilà, bon pour moi c'est un peu émouvant parce on est aussi sur ma découverte de l'animation en fait à travers cette série là quoi. Euh, Cet épisode, je le trouve vraiment très très chouette à plein de niveaux. C'est parce que vous avez une tentative en fait, et c'est la grande. On- Ça pose déjà le paradoxe en fait qu'il y a, c'est que d'une certaine façon, l'éveil dans la culture pop est assez rarement lié à une ataraxie. Il est lié à un shoot de douleur et un shoot de souffrance. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais un petit peu revenir, quoi. Ça veut dire que on a quelque chose et qu'on a aussi dans One Piece, quoi. Il y a quelque chose qui reste lié à la violence et au combat dans la question de l'éveil. Et notamment, je sais que Drams, tu bossais un petit peu sur la question du flow. Ça serait assez intéressant d'aller voir comment la problématique du flow elle se situe par rapport à celle de l'éveil. Bon, voilà, il y a des choses à aller chercher un petit peu de ce côté-là. Je vous fais un petit point un peu sur l'éveil. Je ne sais pas comment, si vous êtes à l'aise ou pas par rapport à cette notion-là. Donc, la voie de l'éveil, la voie du milieu, mais on reviendra sur ça. Il s'agit de polir un miroir terné, un cœur assombri par l'illusion. Il y a une phrase de l'anthropologue des religions, Philippe Cornu, qui est assez intéressant. On ne confondra pas nirvana et éveil, même si ces notions sont intimement liées. Le nirvana a un rapport direct avec la libération de la souffrance et des conditionnements, tandis que l'éveil est un phénomène de nature cognitive, qui implique la manifestation pleine et entière de la sagesse, c'est-à-dire la connaissance directe et non conceptuelle de la réalité telle qu'elle est. Intéressant quand même, hein. On est au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'époque d'un certain nombre de grands penseurs grecs, de Parménide à d'autres, quoi. C'est l'époque de Lao Tse, c'est l'époque de Bouddha, et on a un moment où les sociétés françaises sont très marquées par une présence forte de clergé et de rites qui sont plus sociaux que vraiment spirituels.
et une vraie réflexion, alors du côté de la Grèce, du côté de la mise en puissance, de la puissance et de la mise en acte de cette puissance de soi, et d'une certaine façon, une espèce de préconstruction de l'ego, en fait, quoi. On a une préconstruction de l'ego au moment où on parle de se sortir de l'ego pour entrer dans une espèce de communion intuitive, non rationnelle avec la nature, avec le tout. Je trouvais que c'est assez intéressant, quoi. L'extase ou l'union qui s'appelle samadhi du côté du bouddhisme, c'est quelque chose de l'ordre d'une union avec l'univers. Ah d'accord, bah des bisous le Mingo. Bah je t'en prie, c'était cool que tu sois passé. Merci beaucoup. Euh, Ces états d'éveil, vous le retrouvez aussi du côté du soufisme. Pour l'islamologue Geffroy, lui, il parlera d'un état de transparence à l'être divin, d'effacement total du moi individuel dans la présence. Bon voilà, on va retrouver un certain nombre de remarques par rapport à ce qu'on pourrait appeler cette question de l'éveil. Moi, pour l'instant, je vais rester un tout petit peu du côté du bouddhisme, et ensuite j'irai du côté de la gnose. Et je vais tout de suite m'appuyer sur Matrix pour qu'on voit bien. Ça nous sert juste de porte d'entrée, hein, c'est pas, ça vaut pas plus, quoi. Alors, ce qui est intéressant pour comprendre le bouddhisme, c'est de comprendre la question du samsara. Je vais l'écrire. Ce qu'on appelle le samsara, c'est une construction. Cette construction est le fruit de nos projections sensorielles, comme une expression de nos propres désirs. Le bouddhisme enseigne que la souffrance des êtres humains dépend d'un enchaînement d'ignorance et de désirs qui enfonce, qui enferme les êtres humains dans un cercle ininterrompu de naissance, mort et renaissance. Il y a un principe de coproduction conditionnée du côté de la construction de la question du samsara. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les hommes sont pris au piège dans le cercle des illusions et de l'ignorance, et ce cycle les y maintient enfermés. Mais les hommes nourrissent l'existence du cercle qui nourrit cet enfermement. Voilà, c'est vraiment important, en fait, c'est que le samsara est pas indépendant, en fait, des perceptions humaines. Là, on est sur la première conception des illusions. Alors, du côté de la Grèce antique, je ne sais pas quel sens ça a d'aller faire ce type de rapprochement, mais on va retrouver des échos du côté du mythe de la caverne, quoi, et du côté de cette construction de cette construction de l'enfermement dans l'illusion. Donc ça, c'est le premier truc, quoi. Et là, vous allez avoir, et ça va être surtout du côté de, encore une fois, du côté du bouddhisme et de deux interprétations du bouddhisme différentes, vous allez avoir deux idéaux. L'idéal Theravada de la rate, l'idéal Theravada de ce qu'on appelle la rate. Ah, Arat. Alors, l'idéal Theravada de la rate, nul ne peut entendre de quelqu'un ce qu'est le samara. Tu dois la voir de ce qu'est la voix, de ce qu'est l'éveil. Tu dois la voir par toi-même. Le Bouddha, c'est une phrase du Bouddha, vous seuls devez vous efforcer, les éveillés ne peuvent qu'enseigner. On a donc un idéal qu'on retrouve dans Matrix, par exemple, c'est les mots de comment il s'appelle, de Morpheus plusieurs fois, Néo, il faut que tu trouves ta voie tout seul, etc., etc. Donc il y a cet idéal quand même que par l'ascèse, il y a un chemin qu'on ne peut emprunter que soi-même vers l'éveil. Il y a vraiment cette idée qui est importante. Maintenant, vous avez un deuxième idéal, l'idéal, cette fois-ci mahayaniste, et cet idéal, c'est celui du Bodhisattva. Hop, je suis maladroit. Du body. On va réécrire tout ça. Du Bodhisattva. Là, cette fois-ci, on est dans quelque chose d'un tout petit peu différent. Ça veut dire que vous pouvez avoir des médiateurs. Le Bodhisattva, c'est ceux qui demeurent dans le samsara, qui diffèrent leur propre éveil avant de secourir autrui sous forme de Bodhisattva.
Et donc là, ça va être ceux qui vont choisir d'accompagner vers l'éveil les individus qui sont restés dans la matrice, pour reprendre cette idée-là. Bon, on va voir cette double tension. Donc du coup, du côté du bouddhisme, un chemin vers l'éveil et un principe, ce qu'on appelle la violation de l'ahimsa, un principe de non-violence, qui va être assez fondamental. Donc du coup, avoir conscience que s'ouvrir à la bouddhéité, c'est échapper aux 3 poisons, l'avidité, la colère et l'ignorance, entrer dans un sentiment d'unité avec l'environnement, une libération de l'attachement à l'ego, et non pas un état transcendant, mais un processus d'épanouissement de toutes nos qualités et potentialités humaines, bienveillance, courage, sagesse. Et effectivement, cet éveil prend parfois la forme mystique d'une extase ou d'une union, le samadhi. Voilà, ça c'est pour revenir sur les bases du bouddhisme, quoi. Donc ça me paraissait assez important de revenir un petit peu de là. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup vis-à-vis de la culture populaire, c'est un double intérêt. Premièrement, et c'est pas forcément présent du côté de la bouddhéité, c'est d'abord premièrement la persistance de la violence, et deuxièmement la perception de l'éveil comme étant un saut ontologique. Et comment vous représentez la rupture ontologique? Philosophiquement, une rupture ontologique, un saut ontologique, ce qu'on appellerait un événement ou une révolution, c'est l'expression d'un surgissement qui ne peut pas être... Voilà, donc là je vous l'ai fait à partir de... avant. Ça veut dire que ce qui avait à partir du bouddhisme, ne peut pas donner une forme pour exprimer ce qui va venir après ce surgissement-là. Il y a une rupture ontologique. Je trouvais que c'était assez intéressant. C'est quelque chose qui revenait assez souvent, assez souvent, quoi. Chose que chez les chrétiens on appelle la transubstantiation sur Twitter. Passer d'un état à un autre qui sera différent. Vraiment, la question du changement d'état me paraît assez fondamentale. D'autre part, donc là, on est sur ce contexte bouddhiste que je voulais un petit peu rappeler et qu'on voit bien à travers un certain nombre de propositions. Est-ce qu'on peut parler d'un éveil dans One Piece? Alors, on va essayer de s'avancer sur cette question-là. Donc là, je l'ai présenté du côté bouddhiste. Bon, j'espère que ça va. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Bon, je l'ai fait un petit peu vite. Je sais pas si vous avez un petit peu des notions de ce côté-là ou pas, quoi. Maintenant, je voudrais aller du côté de la gnose. Je sais pas si c'est plus connu ou moins connu, quoi. Donc les gnostiques qui ont leurs propres écritures, qui nous sont accessibles par l'intermédiaire de la bibliothèque de ce qu'on appelle le Nag Hammadi, avec des textes dits apocryphes, quoi. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de la gnose, on a le grand mythe gnostique, c'est qu'il y a un Dieu suprême. Ce Dieu suprême est parfait, ineffable, innommable. Ok ? Et vous avez, gravitant autour de ce Dieu parfait, des divinités qui vivent dans ce qu'on appelle le plérum. Coucou Madriski. Coucou. Ça fait plaisir de te voir, dis-moi. Là, j'en suis, on a lu viteuf le chapitre 1046, quoi. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de poser la question de l'éveil et d'envisager l'éveil dans sa confrontation avec le concept de furor, d'être pris ou du berserk, quoi, d'être pris dans un état de furie. Donc, je voudrais vraiment essayer d'appréhender la question de l'éveil et du furor dans l'épique moderne. Et de le considérer comme une espèce de dilemme, en fait, quoi. Les états d'éveil du héros. Et pour avancer un petit peu sur cette réflexion autour du héros. Donc j'ai fait un petit... Ah ouais, ça doit être bien, quoi. Bah écoute, moi c'est bientôt, quoi. Donc je me lirai ça dès qu'on aura un peu fini, quoi. Mais bon, moi tout ça après il faudra que je le prépare, quoi. Donc du coup, mais c'est cool de savoir que c'était bien, quoi. Donc maintenant qu'on a posé cette question de l'éveil du côté bouddhique, aller du côté de ce qu'on appelle la gnose. Donc dans l'univers de la gnose, vous avez un Dieu suprême, parfait, ineffable, innommable, et vous avez des divinités qui gravitent dans ce qu'on appelle le plérum.
Ces divinités, elles possèdent un sexe métaphorique mâle et femelle, et l'union d'une divinité métaphorique, enfin d'une divinité mâle et d'une divinité femelle, engendre une autre émanation divine. La femelle donne la matière et le mâle donne la forme. Sophia, donc un détournement de la Sophia, d'une incarnation de la sagesse, qui est un néon, décide d'enfanter un être à son image sans consentement de l'esprit. Et donc c'est une progéniture qui est imparfaite et qui du coup n'a pas de forme. Cette progéniture qu'on appelle dans cette tradition-là Yaldabaoth, donc sa progéniture qui est mal formée finit par se prendre pour le seul Dieu dans un univers séparé. Et pour les gnostiques, ce qu'on appelle le Dieu de l'Ancien Testament, c'est ce Yaldabaoth-là. C'est ça qui est important. Ce Dieu-là va enfanter de 3 grandes progénitures, les archontes, les anges, le monde matériel, la terre, et les êtres humains. Mais les êtres humains ont un souvenir de Sophia, et donc ont un souvenir de la matière féminine, et donc gardent une once de divinité originelle. Le seul salut possible, c'est la gnose. Le gnostique révèle « J'avais en moi la tranquillité du silence, et j'entendis la bénédiction par laquelle je connus mon propre moi. » Voilà. Donc en gros, vous avez un autre itinéraire qui est proposé du côté de la gnose, et vous retrouvez dans l'architecture de l'univers de Matrix l'influence de la gnose. Vous retrouvez aussi cette architecture-là à l'intérieur de l'attaque des titans. Qui est très marqué par l'univers de la gnose, quoi. Voilà. Donc en général, ce que la culture populaire va chercher du côté de la gnose, c'est l'itinéraire, mais aussi son architecture d'univers. Et notamment cette idée d'un arrière-monde derrière l'arrière-monde, en fait. C'est-à-dire, en gros, l'illusion que ce qu'on croit être l'arrière-monde est en fait qu'une dégradation du vrai arrière-monde. Et ce feuilletage d'arrière-monde est assez propre à la gnose, en fait. Et on le retrouve assez régulièrement. Voilà, ça, c'était pour installer ces grands cadres-là, quoi. Essayer de les mettre un petit peu en place. Je me suis appuyé sur One Piece pour essayer de voir ça. Et maintenant, je voudrais envisager 2 cas de réveil très problématiques, qui est celui de, sans doute, mon passage préféré dans l'adaptation animée de Naruto. C'est Naruto sur le pont face à Orochimaru. Et mon passage sans doute préféré de Bleach, c'est le combat entre Bleach et Byakuya au début de l'œuvre, quoi. Je vous montre ces 2 extraits-là, et ensuite on essaye de l'évoquer et de se poser la question de l'éveil à partir de ces 2 exemples problématiques-là. Et d'interroger la question du furor et du berserk à l'intérieur de la culture populaire. Et donc dans ce cas-là, Drams, n'hésite pas non plus à venir avec tes rêves propres à toi aussi sur ces questions-là, mais on en rediscutera quand on ira. Premier extrait, Naruto. Donc l'épisode sur le pont, on est dans du Naruto Shippuden, c'est autour de l'épisode 40 de Naruto Shippuden, je crois. Pour ceux qui se souviendraient plus bien de Naruto, à la fin de Naruto, Naruto et Sasuke se sont battus, ils se sont éloignés, du coup, suite à une pseudo-victoire de Sasuke sur Naruto. Sasuke cherche dans l'enseignement d'Orochimaru la possibilité d'améliorer à peu de frais sa puissance, étant persuadé qu'il ne pourrait pas trouver cette amélioration-là du côté du village de Konoha. Il file donc chez Orochimaru pour aller suivre cet enseignement de la marque maudite, et il est pourchassé par Naruto qui n'arrive pas à le récupérer, on dira. Puis, dans Shippuden, vous allez avoir une double intrigue dès le début,
d'une part, Itachi, celui dont veut se venger Sasuke, est dans une organisation qui s'appelle Akatsuki, et qui commence à essayer de réunir les Kyuubi, donc du coup Naruto est menacé, d'un côté, et de l'autre côté, Naruto essaye de réunir des indices pour retrouver la planque d'Orochimaru, et donc retrouver Sasuke. Dans cet épisode 40, il a obtenu des indices grâce à Sakura, qui, suite à son combat face au maître des pantins, je ne me rappelle plus son nom, a réussi à obtenir un lieu de rendez-vous entre Kabuto, disciple sbire d'Orochimaru, et le maître des pantins. Ils prennent la place du maître des pantins pour pouvoir se rapprocher d'Orochimaru et de Kabuto dans l'espoir de s'approcher à leur tour de Sasuke. Le calcul est bon, effectivement, ils croisent Kabuto et ils croisent aussi Orochimaru sur ce pont. Et là, vous avez cet échange au cours duquel Orochimaru découvre ce qui est devenu Sasuke. Passage absolument merveilleux. Vraiment, je vous le mets. Ouais, je remettais juste ce passage, quoi. Moi, perso, vraiment, je le trouve dingue. En plus, faut voir comment ça... Il y avait un jeune homme, la dernière fois, qui disait ça, qui disait, ouais, qui me reprochait, qui me disait, vas-y, tu peux pas parler de Naruto et tout, dans le live SNK, moi, je l'ai vécu, Naruto et tout, etc. Sans doute. Sans doute. Alors, je reprends ce que tu dis, Drams. Désolé, j'ai du mal à pécho. C'est marrant, si on devait choisir un passage représentant l'éveil dans Naruto, j'aurais plutôt choisi le flashback d'Obito. Sinon, l'idée d'éveil est très présente dans plusieurs scènes de Destroy and Revolution. Et ce n'est pas forcément une œuvre incroyable, donc bon. Bah, j'irai fouiller ce que tu appelles... Je connais pas, moi, Destroy and Revolution, donc j'irai voir. Non, mais justement, en fait, c'est-à-dire que... c'est pour ça que je trouvais que c'était assez intéressant de revenir un petit peu sur tu vois, sur cette idée-là. C'est-à-dire que, en fait... bon, au-delà du fait que ce passage, je le trouve très très beau, on est vraiment dans, en gros, du côté de Naruto, et du côté de ces œuvres modernes-là, c'est la question de l'ego, en fait. En fait, c'est la question de l'ego qui me travaille beaucoup. C'est-à-dire que l'ego, c'est une notion qui a un sens occidental très particulier. Globalement, on pourrait faire naître philosophiquement l'histoire de l'ego autour de Descartes, c'est le cogito ergo sum, c'est l'individu rationnel, et c'est surtout la déclaration d'une rupture possible entre moi et le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'écologie, dans une approche occidentale, c'est pas être dans un milieu, mais c'est gérer un espace qui est transcendant, qui est extérieur à l'homme, et qu'il s'agirait de gérer par la raison, et c'est la naissance de la science en Occident, etc. Cette construction de l'ego du côté de la philosophie occidentale, elle doit être, elle est parallèle de la construction de l'individu dans l'idéologie chrétienne, et c'est ce que j'expliquais la dernière fois autour de ce que Foucault appelle le pouvoir pastoral, et notamment la question de la confession. Je vais aller capter des infos chez des individus pour assurer cette microphysique du pouvoir-là, ce pouvoir local-là. Bref, donc du coup, on pourrait refaire l'histoire de l'individu et aller comme ça jusqu'au cogito sensible de Rousseau et des rêveries d'un promeneur solitaire. En gros, la construction de l'individu dans l'idéologie occidentale. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a une autre construction de l'ego, de l'individu dans d'autres cultures, et d'une certaine façon, au moment où le Bouddha dit il faut se séparer de l'ego, il le construit en même temps, cet ego-là. Et il se retrouve, et donc ça c'est vrai que c'est assez intéressant, il se retrouve dans une concomitance assez curieuse en fait, avec Platon ou avec Lao Tzu en Chine, puisqu'ils écrivent à la même époque, même s'il faudrait faire tout un travail d'anthropologie des religions. Donc du coup, moi, la question de l'ego, elle m'intéresse beaucoup. Ça c'est évident. Ici, on a cette idée d'un éveil
qui est un éveil, qui est en fait un éveil sous le signe de la violence, qui est en fait, je suis possédé par la colère et je finis par être submergé, perdre mon individualité, voir mon individualité se diluer, mais non pas dans une conscience avec la nature ou dans une union intuitive avec la nature, mais au contraire dans un pur devenir destruction. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant. Et là, vous avez vraiment ce travail qui est quand même assez génial au niveau de l'animation sur les regards, par exemple. C'est-à-dire qu'on a en même temps un devenir bestial, et donc, tant qu'à faire, autant que je mette en place tout de suite les deux références auxquelles je pensais, on est moins dans de l'éveil bouddhique que dans une double tradition, celle du berserk. Le berserk, les chevaliers d'Odin, le chevalier ours, celui qui est étymologiquement celui qui va au combat, soit avec une toison d'ours, rappelant une espèce de devenir animal du guerrier, soit nu, sans protection, parce que dans un état de fureur extrême. Donc d'un côté, on a ce devenir bestial du guerrier, dépossédé de lui-même, et de l'autre côté, on a le furor grec, l'énergeia grec, et un certain nombre de références, et je lirai un petit peu de Jean-Pierre Vernant tout à l'heure, mais je vais pas rester très longtemps ce soir, pour corroborer cette idée de ce qu'on appelle la furie chez les Grecs, quoi. Donc du coup, il y a une tension en fait autour du pivot de l'individu dans cette tradition de la culture populaire là, entre des notions liées à l'éveil d'un côté et des notions liées à la furie de l'autre. Les conséquences de l'état de berserk de Gon dans l'arc des fourmis chimères, c'est un truc assez nouveau pour moi quand je l'ai lu, et j'ai pas vu tant d'exemples du genre au final. Oui, évidemment. D'autant qu'en plus, cette tension-là, elle est entièrement présente dans l'arc Chimera Ant, puisqu'on a d'un côté le personnage bouddhique de Netero, et de l'autre le personnage berserk de Gon, quoi. Donc effectivement, cette tension que je suis en train de décrire, elle est directement présente dans l'arc Chimera Ant. C'est juste que vu que j'avais passé beaucoup de temps dans une très longue vidéo autour de cet arc-là, j'ai pas forcément voulu me réappuyer dessus. Mais oui, t'as raison, Matriski. On est clairement là dans cette tension. Et cette tension, je la trouve assez originale finalement. Elle est assez intéressante à aller appréhender, quoi. L'éveil, la furie. Le berserker, etc. Montre. Alors, je retrouve. Alors, c'est marrant si on devait choisir. Donc, ça, c'est la remarque de Drams. Ok, je vois. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un aveuglement endormissement plutôt qu'un éveil dans ce cas? Tout ça me rappelle beaucoup l'armure du berserker dans Berserk. Un autre exemple où on a des conséquences directes et concrètes d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ce que j'essaye de dire là. Ça veut dire que, en fait, autour du pivot de la construction de Lego, vous avez une tension d'un côté entre un éveil qui aboutirait à une espèce d'union avec les forces de la nature d'un côté, de connaissance du chakra, de faire un avec, etc., qui est quand même très présent dans le développement du Bankai, l'ouverture des chakras, ou les différents stades en fait d'évolution de ces héros-là. Et de l'autre côté, cette tension toujours présente sur le fait que ce serait qu'un état de dépossession extrême, un devenir aveugle, un devenir bête, un devenir, etc., et une perte d'individualité. Et je pense que ce qui est très intéressant dans la culture populaire moderne, c'est qu'elle maintient la tension en fait entre ces deux pôles-là, sans arrêt. Je vous montre un autre extrait, et puis ensuite on débouche sur ça. Mais oui, c'est cette tension sur laquelle je voulais attirer l'attention aujourd'hui, sans forcément aujourd'hui l'interpréter plus que ça. Juste rappeler que cette tension-là, complètement contradictoire, entre le furor d'un côté et l'éveil, sont toujours présents. Et ils tournent autour d'une mise en crise de l'individu, chez du concept d'individu dans la culture populaire à l'époque moderne. C'est un peu ça ma thèse en fait. Je vous montre un deuxième extrait qui me paraissait intéressant, cette fois-ci tiré de Bleach. Donc on a un combat entre le héros Ichigo et un personnage très puissant du Sertei,
dans la première partie de Bleach, qui s'appelle Byakuya, et qui est d'autant plus intéressant qu'il est le frère de Ryuka. Ryuka, Kichigo était censé aller chercher, qui est prisonnière, quoi. Et donc, du coup, cette tension, elle a à la fois une dimension intime forte, une dimension politique profonde, et elle va être une espèce de déverrouillage de l'univers mystique propre à Bleach, quoi. Donc dans le même cas. Donc on est encore face à un éveil qui est contradictoire, quoi. Et face à un éveil qui est une dépossession. Et là on est, comme disait Drams, exactement dans l'armure du berserk, dans Berserk, ou du côté de Gon, de l'autre côté, quoi. Ichigo. 終わりバカな何者だ貴様何者だはっ名前なんかねえよÇa fait plaisir de revoir ces extraits-là. Donc là, on est... pareil, moi, tout ça m'a vachement marqué, quoi. Il y a quelque chose qui est intéressant, tu vois, Drams, ça serait un truc qui serait passionnant à travailler. C'est la rupture ontologique. Ça veut dire comment, en fait, on change d'espace-temps, on change de technique d'animation, on change de musique. En plus, la musique dans Bleach, au niveau de l'adaptation animée, elle est absolument passionnante, quoi. Comment est-ce qu'on monte la rupture ontologique? Comment est-ce qu'on monte le radicalement haute, quoi? Ce qu'il y a chez Luffy, mais là, je vais pas revenir dessus, c'était tout mon truc, quoi. C'est pas pour rien que je le fais dans le cadre d'une revue One Piece. C'est ce que j'expliquais à partir du Toon, en fait, et de l'univers des Toons, qui permet... cette rupture ontologique forte, quoi. On est passé, c'est pas un autre niveau, en fait, c'est qu'on est passé dans du différent, dans du radicalement autre. Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre de l'éveil par le fait d'être passé dans un état transcendant supérieur, quoi. Ou différent, en tout cas. Mais effectivement, encore une fois, et c'est ça qui est assez intéressant, on a... des créatures qui sont possédées, que ce soit le Kyuubi, ici le Zanpakuto de Zangetsu, là, le personnage qui hante le Zanpakuto, donc l'épée d'Ichigo, et qui ressort au niveau de ce Bankai élaboré. On a des personnages qui n'ont rien à voir avec la nature dans laquelle vous ferez unité, en fait, mais qui sont des personnages avec leur caractère, des personnages avec lesquels il va falloir négocier, discuter, se battre, etc., quoi. Et donc, du coup, pour moi, c'est ça ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la tension entre l'éveil et le furor, vous avez la reconstruction d'un trickster, ce que j'expliquais comme étant le trickster, d'une individualité espiègle, rusée, capricieuse, puissante, rapide, un peu démoniaque, avec lequel il va falloir pactiser, avec lequel il va falloir faire des compromis, etc., quoi. Et donc, en fait, on a moins une mystique dans ces œuvres-là qu'une espèce de retour d'un interindividuel particulier, d'une discussion de copains, en fait, de copains ennemis, entre le héros et la créature qui le hante, quoi. Et je trouve que c'est assez intéressant, en fait, là, derrière la mise en crise de l'individu, la reconstruction du trickster, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et c'est ce qu'on trouve en ce moment avec Luffy dans Joy Boy, dans cette espèce d'idée que... on a un Luffy qui va devoir cohabiter avec ce personnage très particulier qui lui correspond, mais avec lequel il va rentrer aussi un petit peu en tension, quoi. Je voulais juste vous lire deux choses à propos de la question du corps, parce qu'aussi derrière ça, et c'est dans la représentation graphique, on a aussi une question du corps, et je voudrais vous lire, c'est mon livre de chevet, hein, c'est les œuvres complètes de Jean-Pierre Vernant.
Je ne connais pas assez la technique d'animation pour pouvoir illustrer là-dessus. En manga, certains mangaka ont fait des trucs intéressants de ce côté-là. Ouais. Bon, allez, je vais pas le faire là aujourd'hui. J'avoue que autant j'ai passé énormément de temps à travailler autour de Chaplin, un petit peu autour de Fujimoto. Je l'ai pas fait aujourd'hui. Et puis parce que je sais qu'aujourd'hui c'est une journée quand même un petit peu spéciale. Donc si dans un quart d'heure, 20 minutes on a terminé, c'est cool aussi, quoi. Mais c'était juste pour envoyer quelques pistes. Et oui, il y a un jour je le ferai, je passerai du temps dessus, quoi. Vraiment sur la technique d'animation, technique du manga. Comment est-ce qu'on représente le saut dans le radicalement autre? C'est vraiment une question que je trouve très très intéressante. Là, je le souligne là. Et pour moi, ce sur quoi je voulais insister, ma petite plus-value aujourd'hui, c'était d'insister sur le fait que le saut vers le radicalement autre passait par cette tension entre l'éveil et le furor. Voilà, c'était vraiment cette contradiction-là. Mais que derrière cette contradiction-là, vous aviez la reconstruction, derrière la mise en crise de l'individu, la reconstruction d'un nouvel ego, quoi. Un ego de trickster, un ego en lutte, un ego en négociation, etc., etc. Et pour moi, la dualité du héros, elle passe par cette tension entre furor et éveil. Voilà, c'est une proposition, hein. Je la pose sur la table, hein, comme je fais un peu à chaque fois, quoi. Je voudrais vous lire un petit peu de Jean-Pierre Vernant, et notamment, pour lui, en fait, la question du furor, elle passe beaucoup par la question du corps. Quelles sont les limites du corps, et comment est-ce que, dans l'épopée, il y a un débordement du corps? 2 ordres de remarques pour compléter ce schéma. Les premières concernent les frontières du corps. Le corps humain est, bien entendu, strictement délimité. Il se profile comme la figure d'un être distinct, séparé avec son dedans et son dehors, la peau marquant la surface de contact, la bouche, l'anus, le sexe, les orifices, assurant la communication avec l'extérieur. Mais il n'est pas pour autant clos sur lui-même, refermé, isolé, coupé du reste comme un empire dans un empire. Au contraire, il est fondamentalement perméable aux forces qui l'animent, accessible à l'intrusion des puissances vitales qui le font agir. Quand un homme s'éjouit, s'irrite, s'apitoie, souffre, s'enhardit ou ressent quelque émotion, il est habité par des pulsions qu'il éprouve au-dedans de lui-même, dans sa conscience organique, mais qui, insufflées en lui par un dieu, le parcourt et le traverse à la façon d'un visiteur qui lui arrive du dehors. C'est en touchant les ajax de son bâton que Poséidon les emplit tous deux d'une fougue puissance, Ménéos Cratéroio. Il rend leurs membres agiles, les jambes d'abord, puis en remontant les bras, Ménos l'ardeur vitale, Alké la fortitude, Kratos le pouvoir de domination, Phobos la crainte, Eros l'élan du désir, Ioussa la fureur guerrière, sont localisés dans le corps, liés à ce corps qu'ils investissent, mais en tant que puissance, ils débordent et dépassent toute enveloppe charnelle singulière. Ils peuvent la déserter comme ils l'ont envahie, de la même façon quand l'esprit d'un homme s'aveugle ou s'éclaire, c'est le plus souvent un dieu qui intervient dans l'intimité de son noos ou de ses frénesses pour lui inspirer l'égarement de l'erreur, athée, ou une sage résolution. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir cette interprétation du furor grec et de comprendre ça à partir du concept du corps, non pas de l'ego, mais du corps, des limites du corps et du fait d'habiter en fait une puissance qui la déborde. Voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant dans cette analyse-là. Les puissances qui pénétrant le corps opèrent sur sa scène intérieure pour le mouvoir et l'animer, trouvent hors de lui, dans ce que l'homme porte ou manie, vêtements, protection, parures, armes, outils, des prolongements permettant d'élargir le champ de leur action et d'en renforcer les effets. Prenons un exemple, l'ardeur du Ménos brûle dans la poitrine du guerrier, elle brille dans ses yeux, parfois dans les cas exceptionnels où elle est portée à incandescence, comme chez Achille, elle flamboie au-dessus de sa tête, mais elle est encore ce qui se manifeste dans l'éclat éblouissant du bronze dont le combattant est revêtu, montant jusqu'au ciel, la lueur des armes qui provoque la panique dans les rangs ennemis est comme l'exhalaison du feu intérieur dont le corps est brûlé. L'équipement guerrier avec les armes prestigieuses qui disent la carrière, les exploits, la valeur personnelle du combattant prolonge directement le corps du héros. Il adhère à lui, s'apparente à lui, s'intègre à sa figure singulière comme tout autre trait de son armorial corporel. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de revenir sur cette appréhension du furor à partir du corps et notamment du coup de comprendre un petit peu
l'idée de la déformation du corps dans le contexte soit toonesque de One Piece, soit ici chez Naruto par les bulles de chakra, ou dans Bleach par la déformation du corps dans la vitesse des changements de posture. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant à aller chercher du côté de cette tension berserk, fureur, éveil. Et revenir sur la question de la mort d'Achille, très très vite quoi, sur la question d'Achille. Tel est bien le sens du destin d'Achille, personnage à la fois exemplaire et ambigu, en qui s'inscrivent toutes les exigences mais aussi toutes les contradictions de l'idéal héroïque. Si Achille semble pousser jusqu'à ses dernières conséquences, jusqu'à l'absurde, la logique de l'honneur, c'est qu'il se situe en quelque façon au-delà des règles ordinaires de ce jeu. Et là, vous voyez comment la question du furor est liée aussi à la question de la nature du héros. Comme il l'explique lui-même, deux destins se sont dès sa naissance offerts à lui, pour le mener là où toute existence humaine trouve son terme, deux destins qui s'excluaient rigoureusement. Ou bien la gloire impérissable du guerrier, Cléos Aftiton, ou la vie brève, ou bien une longue vie chez soi, mais l'absence de toute gloire. Achille n'a pas eu même à faire son choix, il s'est trouvé d'emblée incliné du côté de la vie brève, voué par avance, on pourrait dire par nature, à la belle mort. Il est de son vivant comme imprégné déjà par l'aura de la gloire posthume à laquelle il a toujours été promis. C'est pourquoi il ne lui est pas possible, dans l'application du code de l'honneur, de transiger, de composer, d'accepter, suivant les circonstances et les rapports de force, sinon les lâches compromis. Du moins les nécessaires commandements sans lesquels le système est plus en état de fonctionner. Pour Achille, toute offense d'où qu'elle vienne, si haute la position qui en élève l'auteur au-dessus de lui dans la hiérarchie sociale, est également insupportable et inexpiable. Toute excuse, toute amende honorable, si satisfaisante qu'elle puisse paraître pour son amour-propre, par l'ampleur et le caractère public de la réparation demeure vaine et inefficace. Pareil à un crime de lèse-majesté, l'affront fait à Achille ne peut être payé à ses yeux que par un abaissement total et définitif du coupable. Cet extrémisme de l'honneur fait d'Achille un être en marge, retranché dans la solitude hautaine de son courroux. Les autres Grecs condamnent dans cet excès un égarement de l'esprit, une forme de l'erreur personnifiée de l'athée. Et là, vous avez la perte. Donc, c'est-à-dire deux approches de la perte ou de l'erreur, soit qu'on retrouve ici dans le furor, soit sa conception de l'honneur qui l'éloigne dans une solitude destructrice, soit d'un autre côté une prise de possession de son corps par une puissance étrangère et supérieure. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de revenir sur ces différentes questions, quoi. Achille serait-il donc étranger à l'aïdos, ce sentiment de réserve et de retenue qui agit à la façon d'un frein dans les deux sens, vers le haut et vers le bas, pour maintenir un équilibre dans des situations où la disparité de rang, la disproportion de force rendent impossible une franche compétition sur pied d'égalité. L'aïdos, c'est cette timidité respectueuse qui tient le plus faible à distance du plus puissant, et qui, exprimant de façon ouverte l'infériorité d'un des protagonistes, le place à la discrétion de l'autre pour que, désarmé par cette attitude soumise, il prenne l'initiative d'établir un rapport d'amitié, de filia, en accordant à celui qui se met ainsi sous sa protection la part d'honneur qui lui revient. Et donc vous voyez que la question du furor, elle est intimement politique, et en fait elle est intimement liée à une anthropologie du don et du contre-don. Voilà, donc c'était pour refermer un petit peu les différents aspects de ce que j'ai pu développer ici. C'est-à-dire que pour moi, il y a une réinvention de l'ego dans cette tension entre d'un côté le furor et de l'autre côté l'éveil, et en même temps tout cela est intégré dans les circuits d'honneur qui continuent à définir le héros. Ouais, c'est vraiment une proposition que je fais là et que j'ai essayé d'amener par ces différents points. Je vais conclure tranquillement en vous faisant écouter, et ça me permet de retomber sur mes pattes et de retomber sur One Piece. Je finis par une mini-intervention de 3 minutes d'un philologue très important que je vous conseille d'écouter, vraiment c'est génial à écouter, qui s'appelle Robert, et qui travaille qui est un philologue japonais, et qui est le prof au Collège de France, qui propose un certain nombre de cours autour de la philologie japonaise, et vraiment ça suit hyper bien le shoku. Son cours sur le shoku, il est absolument génial, sur la couleur et la sensibilité. Son cours sur Soseki, il est vraiment génial aussi, donc n'hésitez pas à l'écouter. Et je voudrais finir sur la question de l'éveil pour aller un petit peu contrebalancer ça, et proposer face au furor la voie de l'éveil qui semble être celle qu'emprunte Luffy en ce moment. Donc voilà, et ça me permettra de conclure sur ça. Petite conférence de Robert.
la nature objective extérieure, dans le bouddhisme, n'est pas objective et extérieure. C'est une projection de notre esprit. C'est-à-dire que nous, ce que l'on appelle le monde naturel est le fruit de nos actions antérieures. Et de ce point de vue, c'est la nature, mais c'est aussi, elle a une nature, et cette nature, de même que la nature de l'homme, si l'on creuse, c'est la nature de Bouddha, la nature du monde extérieur, si l'on creuse, c'est la nature de Bouddha aussi. Et donc les objets inanimés de la nature, les plantes et les pierres, ont la nature de Bouddha, peuvent devenir Bouddha, peuvent être éveillés de l'éveil du Bouddha. Dans quelles conditions et comment se le représenter concrètement? Est-ce que toute petite fleur peut devenir Bouddha? C'est la conception populaire. Ou bien est-ce qu'il y a des explications métaphysiques beaucoup plus importantes, beaucoup plus approfondies, qui sont derrière et auxquelles nous pouvons souscrire d'une certaine façon, au moins rationnellement? C'est ce que je voudrais expliquer en montrant deux développements au XIIIe siècle, tout à fait presque contradictoires, mais qui sont pratiquement des mêmes milieux, n'est-ce pas? Des religieux bouddhiques, dont l'un est allé dans le sens transcendant et métaphysique, et l'autre dans le sens extrêmement concret, où les petites fleurs deviennent Bouddha. Ouais, voilà, je voulais finir sur cette petite intervention de Jean-Noël Robert autour de la question du Bouddha et de la grande question qui est apportée là dans les derniers chapitres de One Piece, c'est le fait qu'il éveille l'univers autour de lui. Il éveille les fleurs, il éveille le sol, il éveille, etc. Et je trouve que c'est sans doute, on a à l'intérieur des derniers récits épiques une attention en fait à l'illusion du moi qui se répète et qui finit par perdre le héros dans cette tension entre d'un côté le furor et l'éveil, quoi. Et il y a sans doute du côté des derniers chapitres de One Piece une vraie réflexion sur à nouveau l'unité de l'univers et la perte du moi, soit dans la légende, soit dans l'éveil de l'environnement proche. Et ça, je trouve que c'est très 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 intéressant. C'est ce qu'on retrouve. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve à la toute fin dans la transformation finale d'Ichigo ou dans la transformation finale de Naruto? Peut-être. Peut-être. C'est-à-dire le moment où il faut qu'il y ait le fil de la légende qui, dans le contexte épique, rejoigne celui de la nature pour que la vraie transformation puisse échapper au furor et devenir une vraie union avec la nature, etc., etc., et donc devenir un vrai éveil. Voilà, je voulais vraiment conclure un petit peu sur cette question-là. C'était juste pour poser un petit peu les jalons d'une réflexion future aujourd'hui. C'était avec le plus d'humilité possible de ma part, quoi. Je voulais poser ce truc-là et poser le caractère très original de l'itinéraire du héros épique aujourd'hui, qui à ce niveau-là est très roi des singes et très kitsune, pour reprendre deux mythes différents. C'est-à-dire qu'il est trickster, quoi. C'est celui qui négocie, celui qui passe par moins par la ruse que par un certain nombre de sentiers détournés, qui va négocier avec celui qui est à l'intérieur de lui. Le vrai trickster, c'est celui qui est à l'intérieur de lui, en fait. Et ça, c'est assez original quand même. C'est assez original. Voilà. Bon, c'était une petite proposition pour aujourd'hui. Hein. Je sais qu'on n'était pas bien nombreux. Mais j'avais vraiment envie de développer ça et c'était un certain nombre de réflexions qui me venaient des derniers chapitres de One Piece, pas le dernier qui est pour moi vraiment un chapitre de transition, mais qui me permettait de resituer des choses par rapport à la nature du héros. J'espère que ce que j'ai fait a pu être un peu intéressant et que les commentaires autour du Bouddha et de la gnose ont permis de resituer un certain nombre de choses, quoi, et que de revoir ces extraits de Naruto ou One Piece vous ont fait un peu plaisir, quoi. Je vous souhaite à tous une jolie soirée. Bon, on n'y croit pas, hein.
On vient de me dire dans l'oreillette qu'il faut plus vraiment y croire, quoi. Donc voilà, bah de toute façon, les temps sont sombres, hein, et s'annoncent sombres, hein. Je le dis en rigolant, mais je suis assez terrifié par ce qui va s'annoncer. Je vous fais des bisous à tous, à ceux du replay aussi. Je repars mardi, et pourquoi pas sur le Fujimoto, ça on verra, quoi. Ouais, mais tu vois, avec le truc qui est quand même assez particulier et qui est quand même assez peu présent dans l'itinéraire de l'éveil, c'est cette espèce de négociation avec le trickster intérieur, quoi. Avec le démon intérieur. Ça, je trouve que c'est assez intéressant quand même, quoi. Et puis les modalités en fait de furie qui sont graphiquement et presque philosophiquement assez proches de celles des modalités de l'éveil, quoi. Et ça, c'est assez c'est une espèce de tour de force et de renversement du contexte bouddhique que je trouvais que ça valait le coup quand même d'aller le signaler, d'aller le mettre un petit peu à plat, quoi. Bah, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a un peu intéressé. Je vous fais des bisous et puis bah nous on se voit mardi pour ceux qui veulent, et moi je continue à m'accrocher en tout cas. Bye bye tout le monde. On finit, je vous laisse un petit mais il est autre chose, Drams. Il est autre chose, regarde, il a une identité, une individualité, presque une histoire, quoi. Mais il y a une négociation. Cette négociation, elle aboutit en général au fait que le contrat est signé, quoi, et qu'il devienne nakama. C'est pour ça qu'il faudrait renvoyer sur une réflexion sur le fait que le ningen n'est pas seulement l'inter-individuel, mais qu'il est lié aussi à ce concept de nakama et de contrat, quoi. Donc là, il faudra aller fouiller. Il y a une négociation qui est temporaire, quoi. Il faudrait que tu m'expliques ce que tu appelles par toujours révéler comme autre chose. Ça c'est intéressant. Bon, on se garde ça dans un coin, Draps. À moins que tu veuilles développer. Mais ouais, c'est intéressant ton concept de. Mais t'as vu, c'est pas inintéressant, t'as vu d'aller chercher ça, quoi, d'aller chercher justement ce contexte de la négociation en fait, quoi, comme étape de l'éveil. Ouais, grave, on se fera ça tranquille. Mais t'as vu le contexte de la négociation comme une étape de l'éveil. Moi, je souscris à ce que tu dis, hein, effectivement. Je pense qu'effectivement, la finalité reste l'éveil. Il aurait fallu voir ce que Berserk serait devenu en fait aussi, quoi. La finalité reste l'éveil, et cet état de furie comme négociation avec le trickster intérieur semble bien être quelque chose comme une étape préalable, quoi. Et là, on a une mise en crise de l'ego, en fait, qui va passer par une nouvelle prise en compte de la nature, de l'autre, à travers ce contrat-là, quoi. Voilà, moi j'espère que je cherchais à convaincre personne, mais j'espère que ce que j'ai mis sur la table, c'était un peu intéressant, quoi. Moi, je vous fais des bisous, je vous laisse devant une petite scène de 3 pour conclure, quoi. Le scène du combat entre Achille et Hector, là, dans le blockbuster hollywoodien que j'adore, quoi. Et puis, on reprendra ça sur une autre fois, quoi. Je vous fais... Ah, merci Dram, ça me fait plaisir que tu dis ça, vraiment, ça me touche beaucoup, quoi. Si ça a pu... voilà. Je vous fais des bisous, et puis à très bientôt à tous, quoi. Bye bye. Une petite scène de 3, et puis à très prochainement. Bye bye tout le monde.